Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. La Grande-Bretagne prend-elle le chemin de la sortie de l'Union européenne? Cette semaine, le Premier ministre britannique David Cameron a prononcé un discours très important dans lequel il a affirmé qu'il prévoyait un référendum sur cette question. Est-ce que la Grande-Bretagne doit rester ou non dans l'Europe d'ici à 2017, soulevant beaucoup de questions à travers le continent. Aujourd'hui, notre invité est Sir Peter Ricketts, qui est l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France, et l'ancien conseiller à la sécurité nationale de David Cameron, qu'il connaît donc bien. David Cameron a donc prononcé ce discours très attendu sur l'Europe. Il explique que si l'Europe ne se réforme pas, elle risque d'aller au-delà de beaucoup de problèmes en Grande-Bretagne. Et il dit que d'ici 2017, il posera la question aux Britanniques, voulez-vous ou non rester dans l'Union européenne? Est-ce que la Grande-Bretagne a envie de sortir de l'Union européenne? Non, pas du tout. Pour être tout à fait clair au début, l'intention de mon Premier ministre David Cameron est que le Royaume-Uni reste membre de l'Union européenne. Il souhaite une réforme de l'Union européenne dans les intérêts des pays européens, pas seulement le Royaume-Uni. Mais il souhaite aussi qu'une fois l'Union européenne réformée, le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Il est très clair là-dessus dans son discours et ce sera l'intention du référendum. Vous avez raison, il a annoncé comme chef de parti conservateur, s'il gagne la prochaine élection en 2015, il va organiser ça pour 2017. Mais l'intention, c'est de trancher le débat pour que le Royaume-Uni reste membre de l'Union européenne. Donc vous dites qu'il fait un discours finalement pour la réforme de l'Europe et non pas pour plaire aux isolationnistes, comme on les appelle en Grande-Bretagne. Il y a un fort sentiment anti-européen, notamment à l'intérieur de son parti, et beaucoup analysent son discours comme avant tout une façon de leur plaire ou en tout cas de les calmer. Il faut lire le discours attentivement. Il part de l'analyse que le monde change, que l'Europe doit changer aussi. On écoute d'autres voix en Europe qui disent qu'il faut réformer l'Europe, il faut intégrer davantage dans la zone euro. Nous sommes d'accord là-dessus, mais aussi il faut trouver de la compétitivité, de la flexibilité pour s'assurer qu'on peut être vraiment efficace et compétitif dans les années à venir. Pour cela, il faut réformer. Et nous avons nos propositions à faire aussi. Nous voulons le marché unique juste pour tout le monde, au même temps que la zone euro s'intègre davantage. Et David Cameron souhaite trouver un nouvel équilibre et présenter ça à la population britannique pour avoir un accord. Et il y a aussi la volonté de reprendre des prérogatives à Bruxelles, ce qui est assez mal reçu dans d'autres pays européens. Il y a certains principes dans son discours. Un de ces principes, c'est la compétitivité. Un autre, c'est un peu de flexibilité. Et un troisième, c'est effectivement qu'en principe, on devrait pouvoir retourner les pouvoirs aux pays membres. Ça ne peut pas être qu'un seul chemin où les pouvoirs partent à Bruxelles, de plus en plus. Mais ça, c'est une proposition à débattre. Mais bien sûr, on utilisait le mot, il y a quelques années, subsidiarité. C'est un mot un peu techno, mais ça décrit une réalité que certaines choses sont mieux faites au niveau d'État plutôt que centralisées à Bruxelles. Et David Cameron veut aborder cette question. Alors en France, ce discours, en tout cas au niveau du gouvernement, n'a pas forcément été très bien reçu. Plusieurs personnes se sont exprimées. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a dit on ne peut pas faire l'Europe à la carte. Imaginons que l'Europe est une équipe de football et que les Britanniques ont envie de jouer au rugby. Eh bien, ça ne marche pas. D'abord, nous avons une Europe où il y a beaucoup de diversité déjà. Il y a 17 pays qui font partie de la zone euro, d'autres comme mon pays, qui n'est pas là. D'autres qui font Schengen sans frontières ensemble. Le Royaume-Uni n'est pas. D'autres pays comme le Royaume-Uni et la France, ils coopèrent beaucoup dans les domaines de la défense, par exemple en Libye et maintenant en Mali. D'autres pays préfèrent rester à l'écart de ça. Alors nous avons déjà une diversité et nous pensons que la diversité en Europe, c'est une force, pas une faiblesse. Et nous cherchons davantage de diversité et davantage de flexibilité et de compétitivité dans l'intérêt de tous les pays de l'Union européenne. Martin Schulz, le président du Parlement européen, dit qu'en fait, les réformes que vous appelez maintenant, vous les avez toujours empêchées. Il dit ce sont eux
qui sont largement responsables des retards en Europe, et ce sont toujours eux qui accusent l'Europe. Je ne reconnais pas ça. Je pense que nous avons des idées à faire valoir pour davantage de flexibilité en Europe, qui serait dans l'intérêt de tous les pays européens. M. Cameron, pour le moment, n'a pas émis des propositions concrètes. On va bien sûr développer cela. Et je pense que nos partenaires européens vont voir que nous avons des idées concrètes, spécifiques et efficaces pour l'avenir de l'Europe. Alors laissons développer le débat plutôt que nous dire que c'est nous qui bloquons. Ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous ne pensez quand même pas que David Cameron aimerait bien détricoter, comme on dit, l'Europe, que finalement la construction européenne est allée trop loin, d'après Londres, et que finalement il faut revenir en arrière? Non, il faut réformer l'Europe pour avoir une Europe forte, avec un Royaume-Uni bien cadré au centre de l'Union européenne. Ça, c'est sa vision. Mais il y a certaines zones où on veut débattre de la question, est-ce que c'est juste que les pouvoirs sont tous à Bruxelles? Est-ce qu'il n'y a pas des cas pour faire revenir aux États membres certains pouvoirs? C'est une question à débattre et le nom de subsidiarité, c'est un nom qu'il faut utiliser dans ce débat. Est-ce que, en faisant ce discours, en prenant ce genre de décision, un référendum, on sait que c'est toujours un moment politique dangereux, si on veut vraiment décider les choses, est-ce qu'il ne risque pas d'attiser un sentiment anti-britannique dans d'autres pays européens? Les Européens vont dire, bon, finalement, les Anglais ne sont déjà pas totalement intégrés à l'Europe, finalement, ils n'en veulent pas, donc ils n'ont qu'à rester chez eux. Je pense, peut-être j'ai tort, que les autres pays pensent que le Royaume-Uni apporte quelque chose d'important à l'Union européenne. Notre économie, nos cultures, notre expertise dans le monde, la Cité de Londres. Et alors, c'est une bonne chose de pouvoir exprimer nos points de vue. Ce que déstabilise l'Europe, selon nous, c'est l'écart entre l'opinion publique, pas seulement au Royaume-Uni, qui est assez contre beaucoup de choses qui sont faites à Bruxelles, et la réalité des choses. Alors il faut essayer de réduire cet écart. Et pour nous, M. Cameron a décidé d'offrir au peuple la possibilité de s'exprimer sur la base d'une nouvelle proposition, un nouveau équilibre entre les pays membres de l'Union européenne. Alors, je veux en venir maintenant au Mali. Vous l'avez brièvement évoqué, la France est partie en guerre au Mali. Oui. Beaucoup disent que la France est partie seule et qu'elle risque de rester seule. Selon nous, la France avait raison d'agir vite au Mali. Nous partageons la même analyse, nous avons vu les mêmes menaces venant du nord de Mali, zone non gouvernée, hors loi, où les groupes terroristes puissent s'installer tranquillement. Et alors la France avait raison de répondre rapidement pour éviter que Bamako et le reste du Mali basculent dans le chaos. Nous étions les premiers à soutenir la France politiquement et en termes concrets avec les avions de transport pour aider l'acheminement des équipements et des forces militaires françaises. Est-ce que la Grande-Bretagne est prête à faire plus que cela? Oui, nous sommes prêts à aller plus loin que ça dans le domaine de la formation. La prochaine étape, après la campagne très efficace de la France à côté des Maliens, c'est d'avoir des forces africaines dans le pays qui sont capables de prendre le relais de la France. Alors nous avons dit que nous allons former les forces nigériennes en Nigeria, et puis aussi de contribuer à la mission d'entraînement de l'Union européenne pour s'assurer que la France peut être relevée par les forces africaines. Pas de troupes combattantes? Non, mon Premier ministre a dit pas de troupes combattantes. Nous sommes déjà très engagés en Afghanistan avec 8000 soldats. Alors, ce n'est pas possible les troupes de combat, mais beaucoup d'appui. Est-ce que vous ne craignez pas un enlisement? Vous venez de parler de l'Afghanistan, 10 ans de guerre, le bilan n'est pas fameux. Est-ce que les Français ne se sont pas lancés un petit peu la tête la première, sans vraiment réfléchir aux conséquences? 10 ans de guerre en Afghanistan, mais quand même, Al-Qaïda n'est plus en Afghanistan. Oui. Tout le monde se souvient de ce qui se passait à New York, planifié dans les montagnes d'Afghanistan. Maintenant, Al-Qaïda n'est plus en Afghanistan. Il y a une transition à faire là. À Mali, personne ne veut que les forces occidentaux restent 10 ans. C'est pour ça qu'il faut rapidement les forces africaines et aussi formation, appui aux forces maliennes pour que les autorités légitimes au Mali puissent reprendre l'ordre public dans leur pays.
Ça, c'est l'objectif de la mission. Est-ce que vous considérez vraiment que ces groupes-là constituent une menace pour l'Europe, ou est-ce que c'est pas un petit peu une espèce de fantasme, d'obsession français? Non, si on regarde ce qui s'est passé en Algérie, avec cette barbarie dans le camp gazier en Algérie, ça montre bien que la menace est vis-à-vis de nous tous. Nous avons perdu 6 otages dans la tuerie en Algérie. Ça pourrait arriver n'importe où. Alors le fait qu'on a un endroit non gouverné au nord de Mali, c'est une menace pour tout le monde, pas seulement la France, pas seulement la région. Et c'est pour ça qu'il faut aider la France, aider le Mali à rendre un peu de stabilité et d'ordre dans ce pays. Est-ce que ça pourrait constituer une menace pour le Royaume-Uni directement? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des actions dans votre pays depuis là-bas? Oui, tout à fait. Nous avons des menaces terroristes venant de beaucoup de pays. Par exemple Afghanistan et Pakistan, par exemple Somalie et Yémen, mais aussi du Sahel, absolument. Ça pourrait être une menace directe au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'il faut agir. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Ricketts, d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre chaîne. Restez-y pour plus d'informations.